J'ai entendu mes propres parents m'humilier de la pire des manières. Ils ne se sont pas contentés de vouloir voler mes économies, non. Ils ont ri de ma stupidité supposée, ils ont planifié de détruire mon avenir pour s'offrir un luxe qu'ils ne méritent pas. Elle est trop bête, disait ma mère. Prenons ces 68 000 € pour la croisière, répondait mon père. Ils pensaient que je dormais. Ils pensaient que j'étais leur vache à lait docile. Mais cette nuit-là, la fille naïve qu'ils méprisaient est morte, et une femme assoiffée de justice s'est réveillée. Ils voulaient une croisière de rêve? Je vais leur offrir un cauchemar dont ils ne se réveilleront jamais. Avant de vous révéler comment j'ai orchestré ma vengeance, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Dites-moi en commentaire votre ville ou votre pays, et quelle heure il est chez vous actuellement. J'adore lire vos messages du monde entier. Il était 1h30 du matin à Besançon. Le silence de la nuit n'était troublé que par le bruit de la pluie fine qui frappait les carreaux de la vieille maison familiale. Je venais tout juste de rentrer de mon service de nuit au laboratoire d'analyse médicale. Mes épaules étaient lourdes, mes yeux brûlaient de fatigue, et l'odeur persistante des réactifs chimiques et de l'alcool à 90 degrés imprégnait mes vêtements. C'était une odeur que je ne sentais même plus, tant elle faisait partie de ma peau après 5 années de travail acharné. J'avais retiré mes chaussures dans l'entrée pour ne pas faire grincer le vieux parquet en chêne qui, comme tout dans cette maison, semblait gémir sous le poids des années. J'avais soif. Une soif terrible, celle qui vous assèche la gorge après 8 heures passées debout à traiter des échantillons sanguins urgents. Je me suis dirigé vers la cuisine, pieds nus, tel un fantôme dans ma propre maison. Normalement, à cette heure-ci, la maison aurait dû être plongée dans un sommeil profond. Mon père, Guylain, ronflait habituellement devant la télévision des 23 heures, et ma mère, Odile, ne manquait jamais son sommeil de beauté. Quant à ma sœur cadette, Sidonie, elle rentrait souvent au petit matin après ses soirées étudiantes. Mais ce soir-là, une lueur dorée s'échappait dessous la porte de la salle à manger. Je me suis figé. Des voix. Des rires étouffés. Et ce bruit cristallin caractéristique, le tintement des verres à vin de cristal, ce que l'on ne sort que pour les très grandes occasions. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. Une urgence familiale? Une bonne nouvelle? Naïvement, une part de moi espérait encore être incluse dans la joie familiale. Je me suis approché de la porte entr'ouverte, la main tendue pour la pousser. C'est là que la voix de ma mère m'a stoppé net. Elle avait ce ton traînant, un peu pâteux, signe qu'elle avait déjà bu plusieurs verres. Franchement, Guylain, tu as vu sa tête ce matin? On aurait dit un zombie. Avec ses cernes jusqu'au menton et ses cheveux filasses. Pas étonnant qu'aucun homme ne veuille d'elle. À 23 ans, c'est pathétique. Je me suis immobilisé, ma main suspendue dans le vide. La fatigue a disparu d'un coup, remplacée par une sensation de froid intense qui m'a envahi le ventre. Il parlait de moi. Ombeline. Oh maman, arrête, ricana la voix de Sidonie. Elle est née pour être une vieille fille. Regarde comment elle s'habille. On dirait une grand-mère des années 50. C'est gênant quand mes amis viennent à la maison, je dois leur dire que c'est la bonne pour ne pas avoir honte. Un rire général a éclaté. Le rire grave de mon père s'y est mêlé. Ce son, que j'avais toujours associé à la sécurité et à l'autorité paternelle, sonnait soudainement comme un glas. Ne sois pas trop dure, ma chérie, dit mon père d'une voix qui se voulait indulgente mais qui dégoulinait de mépris. Grâce à son absence totale de vie sociale et à son obsession maladive pour l'économie, nous allons enfin pouvoir vivre comme nous le méritons. J'ai retenu mon souffle. De quoi parlait-il? C'est vrai, reprit ma mère. Elle est d'une radinerie. Tu te souviens quand elle a refusé de me prêter 50 € pour ma manucure le mois dernier? Je dois payer mon assurance, gna gna gna. Quel égoïste. Mais demain tout ça sera fini. J'ai entendu le bruit d'un bouchon qu'on fait sauter. Une autre bouteille. C'était mon château Margaux. La bouteille que mon patron m'avait offerte pour mes 5 ans d'ancienneté et que je gardais précieusement pour mes fiançailles ou une réussite future. Ils étaient en train de la boire. À la santé de notre petite vache à lait, s'exclama Sidonie. À la Méditerranée. Renchérit mon père. J'ai eu l'agence de voyage au téléphone aujourd'hui.
La suite présidentielle sur le MSC Croisière est réservée. Départ dans 3 jours. Rome, Santorin, Barcelone. Le grand luxe. Et le paiement? Demanda ma mère avec une fausse inquiétude. Tu es sûr que ça passera? Odile, voyons, répondit mon père avec arrogance. Tu me prends pour qui? J'ai la procuration sur ses comptes depuis ses 18 ans. La petite idiote ne l'a jamais révoquée. Elle me fait une confiance aveugle. Elle croit que je gère son patrimoine en bon père de famille. Nouveau rire. Des rires gras, satisfaits. Il y a combien exactement? Demanda Sidonie, avide. J'ai vérifié ce matin au guichet automatique, dit mon père. 68 000 euros. Et des poussières. 68 000 euros. Siffla ma mère. Mon Dieu, dire qu'elle vit comme une clocharde avec tout cet argent qui dort. C'est un crime de laisser cet argent à quelqu'un qui ne sait pas en profiter. Nous lui rendons service, finalement. On va l'aider à dépenser ce qui l'encombre. On prend tout? Demanda Sidonie. Absolument tout, affirma mon père. Je vais virer l'intégralité sur notre compte joint dès l'ouverture de la banque à 9 heures demain. On paiera la croisière, on couvrira nos découverts, et on t'achètera cette petite voiture que tu voulais, ma puce. Et Ombeline? Si elle s'en rend compte? Le temps qu'elle réagisse, on sera déjà en haute mer, balaya ma mère. Et puis quoi? Elle ne portera jamais plainte contre sa propre famille. Elle est trop faible, trop sentimentale. Elle pleurnichera un peu, on lui dira qu'on a fait un mauvais placement et qu'on la remboursera un jour. Elle nous croira. Elle nous croit toujours. Elle est tellement désespérée d'avoir notre amour qu'elle payerait n'importe quel prix. Les larmes me sont montées aux yeux, brûlantes, acides. Non pas des larmes de tristesse, mais des larmes de rage pure. Ils avaient raison sur un point, j'avais désespérément cherché leur amour. J'avais travaillé, j'avais donné, j'avais sacrifié ma jeunesse pour être la fille modèle, espérant qu'un jour, ils me regarderaient avec la même fierté qu'ils accordaient à Sidonie. Mais ce soir, le voile s'était déchiré. Il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait que du calcul. J'étais un investissement, un outil, une chose qu'on utilise et qu'on jette. Je me suis reculée doucement, tremblante de tout mon corps. Je voulais entrer dans cette pièce, renverser la table, leur hurler ma haine au visage. Je voulais briser cette bouteille de vin contre le mur. Mais une phrase de mon père résonnait dans ma tête, dès l'ouverture de la banque à 9 heures demain. Il était presque 2 heures du matin. Si je faisais un scandale maintenant, il me prendrait mes papiers, il me manipulerait, ou pire, mon père pourrait utiliser la violence physique pour m'empêcher d'agir. Ils avaient le pouvoir, ils avaient la procuration. Je devais être plus intelligente qu'eux. Plus froide. Plus calculatrice. Je suis remontée dans ma chambre sans un bruit, le cœur battant à tout rompre. La fille faible venait de disparaître dans l'obscurité du couloir. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le silence est l'arme la plus dangereuse qui soit. Une fois la porte de ma petite chambre mansardée verrouillée à double tour, je me suis laissé glisser contre le bois froid, les jambes incapables de me soutenir plus longtemps. Mon chat, Pompon, un vieux matou roux que j'avais sauvé de la rue il y a 7 ans, a levé la tête de son coussin et a émis un petit miaulement interrogateur. Il était la seule créature vivante dans cette maison qui m'aimait sans condition. Je l'ai pris dans mes bras, enfouissant mon visage dans sa fourrure tiède pour étouffer mes sanglots. 68 000 euros. Ce chiffre tournait dans ma tête comme une ritournelle obsédante. Pour mes parents, ce n'était qu'un chiffre, un ticket pour le luxe, des cocktails au bord de la piscine et des vêtements de marque. Mais pour moi, c'était ma vie. C'était chaque goutte de sueur, chaque nuit blanche, chaque humiliation ravalée. J'ai fermé les yeux et les souvenirs ont afflué, brutaux et douloureux. Tout a commencé à mes 16 ans. Alors que mes amis allaient au cinéma ou en vacances l'été, je travaillais. J'ai fait la plonge dans des restaurants, j'ai cueilli des raisins sous un soleil de plomb, j'ai nettoyé des bureaux à l'aube. Il faut aider la famille, Ombeline, disait ma mère en ajustant ses bijoux. Nous traversons une période difficile. J'y croyais. Je donnais la moitié de mes petits salaires pour les factures.
Je ne savais pas alors que ces factures étaient souvent les séances de shopping de Sidonie ou les dîners au restaurant de mes parents. À 18 ans, j'ai obtenu mon bac avec mention. Mon rêve? Devenir vétérinaire. J'avais été acceptée en classe préparatoire. J'ai couru annoncer la nouvelle à mes parents, le cœur gonflé d'espoir. La réponse de mon père a été cinglante. Vétérinaire? C'est trop long, trop cher. Nous n'avons pas les moyens de te payer 7 ans d'études à Lyon ou Paris. Sois réaliste, ma fille. Fais un BTS analyse biologique ici à Besançon. En 2 ans, tu as un salaire. On a besoin de ton aide. J'ai pleuré pendant une semaine. J'ai supplié. Mais ils étaient inflexibles. Tu es l'aîné, tu as des responsabilités. J'ai cédé. J'ai fait ce BTS. J'ai excellé, non par passion, mais par devoir. Et le jour de mes 18 ans, mon père m'a emmené à la banque. C'est une formalité, avait-il dit en me tendant le document de procuration. Comme tu es jeune, si jamais il t'arrive quelque chose, je dois pouvoir gérer tes comptes pour toi. C'est pour ta sécurité. J'ai signé. J'ai signé ma propre condamnation avec le sourire d'une fille qui voulait juste que son papa soit fier d'elle. Depuis que j'ai commencé à travailler à l'hôpital Jean-Minjose, ma vie s'est résumée à une équation simple, travail, économie, silence. Je prenais toutes les gardes que personne ne voulait, Noël, Nouvel An, Pâques, les week-ends, les nuits. Les primes de nuit et de jours fériés s'accumulaient. Je vivais avec le strict minimum. Je portais les vieux manteaux que ma mère ne voulait plus. Je mangeais souvent les plateaux repas non consommés à l'hôpital pour ne pas dépenser en nourriture. Pendant ce temps, je voyais Sidonie grandir comme une princesse. Elle a raté son bac, mes parents lui ont payé une école privée hors de prix. Elle a voulu faire une école d'art à Paris? Ils ont dit oui. Elle a abandonné au bout de 6 mois? Ils l'ont consolée avec un week-end à Londres. Tout cela, je le réalisais maintenant, était en partie financé par l'argent que je versais chaque mois pour le loyer et la nourriture. Mais il y avait un secret qu'ils ignoraient. Une partie de ces 68 000 € ne venait pas de mon salaire. Il y a 3 ans, ma grand-mère maternelle, peu avant de mourir, m'avait glissé une enveloppe contenant un chèque de 20 000 €. C'est pour toi, ma petite ombeline, m'avait-elle chuchoté, sa main parcheminée serrant la mienne. Pour toi seule. Ne le dis pas à ta mère. Elle le gaspillerait. C'est ta clé pour la liberté. Fuis cette maison dès que tu peux. J'avais déposé ce chèque sur mon livret d'épargne en ligne, pensant qu'il était en sécurité. Je n'avais pas réalisé que la procuration de mon père s'étendait à tous mes comptes, même ceux ouverts par la suite. Le souvenir le plus douloureux m'est revenu alors que je caressais Pompon. L'hiver dernier. J'avais attrapé une pneumonie caritative à force de marcher sous la pluie pour économiser le bus. Je brûlais de fièvre, je délirais presque. J'avais demandé à ma mère d'aller me chercher mes antibiotiques car je ne tenais pas debout. Oh, Ombeline, ne sois pas douillette, avait-elle soupiré sans lever les yeux de son magazine. Je n'ai pas le temps, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Tu es infirmière ou presque, non? Soigne-toi toute seule. J'avais dû appeler un taxi pour aller aux urgences. Seule. Et aujourd'hui, cette même femme voulait utiliser l'argent de mes gardes de nuit, l'argent de ma pneumonie, l'argent de ma grand-mère, pour siroter du champagne sur un pont de bateau. La colère a séché mes larmes. La tristesse a laissé place à une détermination froide et tranchante comme une lame de scalpel. Je me suis levée. J'ai regardé mon reflet dans le petit miroir de mon armoire. J'ai vu les cernes dont il se moquait. J'ai vu les vêtements démodés. Mais j'ai aussi vu une lueur nouvelle dans mes yeux. Une lueur dangereuse. Ils pensaient que j'étais leur servante. Ils pensaient que j'étais acquise. Ils avaient tort. Demain, la servante allait démissionner, et elle allait emporter la caisse avec elle. Ils voulaient jouer avec le feu? Ils allaient découvrir que j'étais l'incendie. Je sais que c'est difficile à entendre, mais je dois vous poser la question, si votre propre famille vous traitait comme un distributeur automatique, que feriez-vous à ma place? Resteriez-vous par devoir, ou partiriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires,
J'ai besoin de savoir que je ne suis pas folle d'avoir pensé à me venger. Il était maintenant 2h45 du matin. Le temps jouait contre moi. Chaque minute qui passait me rapprochait de 9h, l'heure fatidique où les grilles de la banque s'ouvriraient et où mon père, avec son sourire suffisant, signerait l'arrêt de mort de mes rêves. Je n'avais pas le droit à l'erreur. Je devais penser comme une stratège militaire. Première étape, sécuriser un point de chute. Je ne pouvais plus passer une nuit de plus sous ce toit. Une fois qu'ils découvriraient que l'argent avait disparu, leur rage serait incontrôlable. Je connaissais la violence verbale de ma mère, et la violence tout court dont mon père était capable quand il se sentait humilié. J'ai ouvert mon ordinateur portable, tapant aussi silencieusement que possible. J'ai écarté l'idée d'aller chez une amie. Je ne voulais impliquer personne dans ce désastre. J'ai cherché sur Airbnb. Il me fallait quelque chose de disponible immédiatement, acceptant les animaux. J'ai trouvé un petit studio meublé à l'autre bout de Besançon, dans le quartier de Saint-Ferjeux. C'était cher, beaucoup trop cher pour mon budget habituel, mais c'était le prix de ma sécurité. J'ai réservé pour un mois avec ma carte bancaire personnelle. La confirmation est tombée, votre réservation est validée. Première victoire. Deuxième étape, l'exfiltration. Je ne pouvais pas partir avec mes valises sous le bras en pleine nuit, l'escalier grinçait trop et la porte d'entrée était juste à côté de la chambre de mes parents. Je devais ruser. J'ai sorti mes 2 plus grandes valises de sous mon lit. J'ai commencé un tri impitoyable. Je n'ai pris que l'essentiel. Mes diplômes originaux. Mon passeport et ma carte d'identité. Le petit coffret à bijoux de ma grand-mère. Mon ordinateur et mon disque dur externe. Quelques vêtements pratiques, mon uniforme de travail. Tout le reste, les livres, les souvenirs d'enfance, les bibelots, je devais les abandonner. C'était comme laisser une partie de moi-même derrière, comme une mue. J'ai regardé ma chambre une dernière fois. Ce n'était plus ma chambre. C'était la cellule d'une prison dont je venais de trouver la clé. J'ai préparé la caisse de transport de Pompon. J'y ai mis sa couverture préférée pour qu'il ne miaule pas de stress. Chut, mon bébé, ai-je chuchoté alors qu'il me regardait avec ses grands yeux verts. On part à l'aventure. Troisième étape, le travail. Je ne pouvais pas aller travailler aujourd'hui. Je devais être à la banque à l'ouverture, et ensuite gérer le déménagement. J'ai rédigé un email à ma cadre de santé. Mes mains tremblaient sur le clavier. Madame, en raison d'une urgence familiale gravissime et de problèmes de sécurité personnelle, je suis contrainte de prendre mes congés accumulés avec effet immédiat. Je vous fournirai plus de détails dès que possible. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Mon cœur s'est serré. J'aimais mon travail, malgré la fatigue. C'était mon seul lieu de valorisation. J'espérais ne pas le perdre à cause de la folie de mes parents. Il était 4h du matin. J'avais tout préparé. Les valises étaient bouclées, cachées au fond de mon placard au cas où ma mère entrerait dans ma chambre au réveil. Mon plan était risqué. Je devais attendre le matin. Je devais faire semblant une dernière fois. Je me suis allongée sur mon lit, tout habillée, fixant le plafond. Dans la chambre d'accent grave côté, j'entendais les ronflements de mon père. Il dormait du sommeil du juste, rêvant probablement de cocktails et de buffets à volonté. Il rêvait de dépenser mon argent. Une haine froide m'a envahi. Il m'avait tout pris, mon estime de moi, mon adolescence, mes rêves de vétérinaire. Mais il n'aurait pas mon argent. Pas un centime. J'ai sorti mon téléphone et je me suis connectée à mon application bancaire. Le solde s'affichait en vert, 68 432,50 €. C'était tellement d'argent. C'était le prix de ma liberté. J'ai tenté de faire un virement immédiat vers un compte externe, celui de la banque en ligne que j'avais ouvert secrètement la semaine dernière pour tester. Message d'erreur, plafond de virement dépassé. Veuillez contacter votre conseiller ou vous rendre en agence. Je m'y attendais, mais j'avais espéré un miracle. Je devais donc impérativement être physiquement à la banque à 8h30. Si mon père y arrivait avant moi, s'il avait une procuration omnipotente, il pourrait tout bloquer. C'était une course contre la montre. Mon père allait à l'agence du centre-ville,
celle où il connaissait le directeur. Moi, mon compte était domicilié à l'agence près de l'hôpital. C'était ma chance. À 5 heures du matin, la maison a commencé à se refroidir. L'aube approchait. La peur me tordait le ventre. Et si ma mère se levait plus tôt? Et si Sidonie voyait les valises? Et si mon père décidait de vérifier mon compte en ligne avant de partir? Heureusement, il était incompétent en informatique. J'ai respiré profondément. Tu peux le faire, Ombeline, me suis-je répété. Tu as survécu à leurs critiques pendant 23 ans. Tu peux survivre à cette matinée. Le ciel commençait à s'éclaircir. Le gris de l'aube se glissait à travers les volets. C'était le début de la fin. Ou le début de ma vie. Tout allait se jouer dans les 3 prochaines heures. 7 heures du matin. L'odeur du bacon grillé et du café frais a envahi la maison, se glissant sous ma porte comme un serpent insidieux. C'était anormal. Chez nous, le petit déjeuner était généralement une affaire expéditive, du café soluble avalé debout, chacun dans son coin, dans un silence morose. Cette odeur de fête me donnait la nausée. C'était l'odeur de leur victoire anticipée. J'ai pris une grande inspiration, lissé mes vêtements, j'avais remis ma tenue de la veille pour ne pas éveiller les soupçons et je suis descendue. Je devais jouer le rôle de ma vie. Je devais être Ombeline la soumise, Ombeline l'idiote, Ombeline la vache à lait. En entrant dans la cuisine, la scène qui s'offrait à moi était surréaliste. La table était mise avec des sets de table fleuris. Il y avait des croissants, du jus d'orange pressé, et ma mère, Odile, fredonnait en retournant des œufs dans la poêle. Elle portait son peignoir en soie, celui que je lui avais offert pour Noël en faisant des heures sup, et ses bigoudis étaient déjà posés. « Bonjour ma chérie !» s'exclama-t-elle en me voyant. « Tu es tombée du lit? Assieds-toi, je t'ai fait des œufs au plat. » Son sourire était terrifiant. Il n'atteignait pas ses yeux. C'était le sourire du loup devant l'agneau. « Merci maman, dis-je d'une voix que j'espérais stable. Ça sent bon. » Sidonie était déjà attablée, pianotant sur son téléphone. Elle leva les yeux vers moi, un petit sourire en coin. « Salut sœurette. Dis donc, t'as une petite mine. T'as encore travaillé toute la nuit? Tu devrais prendre des vacances. Un jour. » L'ironie de sa phrase me donna envie de hurler. « Des vacances? Celles que vous allez vous payer avec mon argent, pensai-je. Mais je me contentai de hausser les épaules. Quelqu'un doit bien payer les factures, répondis-je doucement, reprenant ma réplique habituelle. Sidonie échangea un regard complice avec ma mère. Elles pouffèrent de rire. Oh oui, tu es notre petit soldat, dit ma mère en posant l'assiette devant moi. Mange, tu as besoin de force. J'ai essayé d'avaler une bouchée d'œuf, mais elle avait le goût de la trahison. Mon père entra alors dans la cuisine. Il était rasé de près, parfumé, avec mon parfum, cadeau de fête des pères, et portait son meilleur costume gris, celui des mariages et des enterrements. « Bonjour la famille !» lança-t-il d'une voix forte et joyeuse. « Quelle belle journée, n'est-ce pas ?» Il s'approcha de moi, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années, il posa une main sur mon épaule et la pressa. « Et toi, ma grande? Prête pour une nouvelle journée de labeur? » Comme toujours, papa, dis-je en baissant les yeux pour cacher la haine qui devait y briller. Tu es bien habillé. Tu as un rendez-vous? Il se raidit imperceptiblement, puis éclata d'un rire un peu trop fort. Oh, juste des affaires. Je dois voir le notaire pour une histoire de cadastre. Et puis je passerai voir un vieux copain en ville. Rien d'intéressant pour toi. Menteur, hurlait mon esprit. Tu vas à la banque. Tu vas voler ta propre fille. Dis, Ombeline, intervint Sidonie d'un ton mielleux. J'ai vu une paire de bottes magnifiques pour l'hiver. Tu crois que, quand tu auras ta prime de fin d'année? Elles n'avaient même pas encore volé l'argent qu'elles en demandaient déjà plus. C'était un puits sans fond. On verra, Sidonie. On verra. Je regardai l'horloge au mur. 7h45, le taxi que j'avais commandé devait m'attendre au bout de la rue à 8h pile, pour ne pas qu'il le voie. Je devais partir. Je finis mon café d'un trait, brûlant ma gorge,
accueillant la douleur physique pour masquer la douleur émotionnelle. Je dois y aller, dis-je en me levant. J'ai une réunion tôt au labo. Mon père vérifia sa montre, impatient. Oui, oui, Phil. Ne sois pas en retard. On ne voudrait pas que tu perdes ce précieux travail, n'est-ce pas? Il me fit un clin d'œil. Ce clin d'œil fut la goutte d'eau. Il se moquait ouvertement de moi. Il pensait que j'étais tellement stupide que je ne comprendrais jamais. Je pris mon sac à main, où j'avais glissé mes papiers les plus vitaux. Bonne journée, dis-je en me retournant sur le seuil de la cuisine. Profitez bien. Vraiment. T'inquiète pas pour ça. Lança Sidonie la bouche pleine. Je suis sortie dans le couloir. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. J'ai couru silencieusement à l'étage, attrapé mes 2 valises et la cage de pompons que j'avais descendue à mi-palier pendant qu'il riait dans la cuisine. Je suis sortie par la porte de service, celle qui donne sur le jardin. L'air frais du matin m'a giflé le visage. J'étais dehors. En contournant la maison pour rejoindre la rue, j'ai jeté un dernier coup d'œil par la fenêtre de la cuisine. Je les voyais tous les 3, riant, trinquant avec leur jus d'orange. Ils célébraient leur victoire. Ils célébraient mon sacrifice. Mon père s'est levé, a pris ses clés de voiture. Il partait. Il allait à la banque. La course commençait. Lui vers le centre-ville, moi vers l'agence de quartier. Lui pour me voler, moi pour me sauver. Je me suis élancé vers le taxi qui attendait au coin de la rue, priant pour que le chauffeur connaisse les raccourcis. Si j'arrivais 5 minutes après lui, c'était fini. À la banque Crédit Mutuel, avenue de la Paix, s'il vous plaît. Et vite. C'est une urgence vitale. Le chauffeur de taxi, un homme d'une 50aine d'années à la moustache grisonnante, m'a regardé dans le rétroviseur. Il a vu ma pâleur, la cage du chat sur mes genoux, les valises entassées à côté de moi. Il n'a pas posé de questions. Il a simplement hoché la tête et appuyé sur l'accélérateur. Accrochez-vous, mademoiselle. On va éviter les boulevards, c'est bouché à cette heure-ci. Je regardais défiler les rues de Besançon. Chaque bâtiment, chaque coin de rue me rappelait une partie de ma vie ici. L'école primaire où ma mère oubliait de venir me chercher. Le parc où je pleurais seule après les disputes. Je laissais tout cela derrière moi. Pompon miaulait doucement, sentant mon stress. Je glissai un doigt à travers la grille pour le rassurer. Ça va aller, mon grand. On y est presque. Il était 8h15. La banque ouvrait à 8h30. Mon père, lui, prenait sa voiture. Il aimait conduire lentement, en père de famille prudent, mais aujourd'hui, l'appât du gain allait peut-être le faire rouler plus vite. L'agence du centre-ville, où il allait, était à 20 minutes de la maison. La mienne était à 15 minutes. J'avais une avance infime. Mais il y avait un problème, le trafic. Nous nous sommes retrouvés coincés derrière un camion poubelle dans une rue étroite. « Allez, allez !» murmurai-je, tapant du pied frénétiquement. Les secondes s'égrenaient comme des heures. 8h20, 8h22. Le camion a enfin tourné. Le taxi a bondi en avant. 8h28, nous nous sommes arrêtés devant la banque. J'ai jeté un billet de 20 € au chauffeur sans attendre la monnaie. Merci. Gardez tout. Bonne chance, petite. M'a-t-il lancé. J'ai laissé mes valises dans le petit sas d'entrée de la banque, tant pis si on me les vole, l'argent est plus important, et j'ai gardé Pompon avec moi. Je me suis planté devant la porte vitrée automatique, attendant qu'elle se déverrouille. À l'intérieur, je voyais les employés s'installer, allumer leurs ordinateurs. Parmi eux, Madame Solange. Une femme d'âge mûr, sévère mais juste, qui m'avait aidé à ouvrir mon livret jeune il y a des années. Elle connaissait ma rigueur. 8h30, le déclic de la serrure électrique a sonné comme un coup de pistolet de départ. La porte s'est ouverte. Je me suis précipité au guichet, bousculant presque un monsieur venu déposer des chèques. Madame Solange. C'est une urgence. Elle a levé les yeux par-dessus ses lunettes, surprise de me voir dans cet état, échevelée, haletante, une cage à chat à la main. Ombeline ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Je dois vider mes comptes. Maintenant. Tout de suite. Et révoquer la procuration de mon père. S'il vous plaît, c'est une question de vie ou de mort. Elle a vu la panique pure dans mes yeux. Elle n'a pas discuté. Assieds-toi. Calme-toi. Donne-moi ta carte d'identité. Elle a commencé à taper frénétiquement sur son clavier. Tu veux faire un virement? Oui, vers ce RIB. C'est mon nouveau compte BNP. La totalité. Laissez juste 10 € pour les frais. Le silence dans l'agence était pesant. Je n'entendais que le cliquetis des touches et les battements de mon cœur. Soudain, Madame Solange s'est arrêtée. Elle a froncé les sourcils en regardant son écran. Ah, il y a un problème. Mon sang s'est glacé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Une alerte vient d'apparaître sur ton dossier. Quelqu'un, ton père, je suppose, vu que c'est une procuration, est en train d'accéder à ton compte depuis l'Agence République. Je me suis agrippée au comptoir. Il était là-bas. Il était déjà là-bas. Il demande un virement de la totalité vers un compte joint, continua Madame Solange, lisant l'alerte système. La demande est en cours de validation par le directeur de son agence. Non. Ai-je crié, attirant les regards des autres clients. Non, Madame Solange, c'est mon argent. C'est moi qui suis là. C'est moi la titulaire. Bloquez-le. Je vous en supplie. Le système est lent, murmura-t-elle, une goutte de sueur perlant sur son front. Si le directeur là-bas valide avant moi, l'argent partira. C'est une question de secondes. Je voyais la barre de chargement sur son écran. Elle tournait. Tournait. À l'autre bout de la ville, je pouvais imaginer mon père, souriant, signant le bordereau, pensant à sa croisière. Je suis la titulaire. Ai-je répété, les larmes aux yeux. Il me vole. C'est du vol. Madame Solange a pris une décision. Au lieu de suivre la procédure standard, elle a saisi son passe de superviseur. Je vais faire un forçage prioritaire. C'est risqué pour moi, mais je te connais, Ombeline. Je sais que tu es sérieuse. Elle a tapé un code long et complexe. Appuyez sur Entrée avec force. L'écran s'est figé. 1 seconde. 2 secondes. Une éternité. Puis, une petite fenêtre verte est apparue, virement effectué, solde restant, 10 €. Juste en dessous, une fenêtre rouge a clignoté, échec transaction concurrente, fonds insuffisant. Madame Solange s'est affaissée dans son fauteuil, soufflant bruyamment. Elle m'a regardé avec un petit sourire triomphant. C'est bon. Ton père a essayé de prendre 68 000. Il ne reste que 10 €. Sa transaction a été rejetée. J'ai éclaté en sanglots. Des sanglots de soulagement, violents, incontrôlables. J'avais gagné. J'étais ruiné aux yeux de cette banque, mais j'étais riche de ma liberté. Maintenant, dit Madame Solange en me tendant un mouchoir, révoquons cette procuration. Comme ça, il ne pourra même pas prendre les 10 € qui restent pour se payer un café. À cet instant précis, mon téléphone a commencé à vibrer dans ma poche. 1 fois. 2 fois. 10 fois. L'écran affichait un nom, papa. La tempête venait de commencer. Je regardais l'écran de mon téléphone s'illuminer encore et encore. Papa. Ce mot qui devrait évoquer la protection m'évoquait maintenant la prédation. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Je voulais savourer ce moment. Je voulais imaginer la scène qui se déroulait à l'autre bout de la ville. Grâce aux explications de Madame Solange, je pouvais visualiser ce qui se passait à l'Agence République. Mon père, confiant, avait dû tendre le bordereau de virement avec arrogance. Le guichetier avait dû taper les chiffres. Et puis, le message d'erreur. Fonds insuffisant. Je l'imaginais blêmir. Comment ça, insuffisant? Il y a 68 000 €, devait-il hurler. Non, monsieur, le solde est de 10 €. La honte. L'humiliation publique. Lui qui jouait au grand seigneur, au patriarche riche, se retrouvait à découvert devant tout le monde.
Madame Solange m'a tendu les papiers de clôture de la procuration. Signe ici, Ombeline. Voilà. C'est fini. Juridiquement, il n'a plus aucun droit sur tes finances. Merci, ai-je chuchoté. Vous ne savez pas ce que vous venez de faire pour moi. Vous m'avez sauvé la vie. Va, ma fille, dit-elle doucement. Et ne regarde pas en arrière. J'ai récupéré mes valises dans le sas, repris ma cage à chat, et je suis sortie. Je ne pouvais pas rester là. Il allait comprendre. Il allait venir. J'ai appelé un autre Uber pour aller à mon Airbnb. C'est une fois assise dans la voiture, en sécurité, que j'ai enfin décidé d'affronter la musique. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était ma mère. J'ai décroché. J'ai mis le haut-parleur. Allô? Ombeline? La voix de ma mère était si aiguë qu'elle a saturé le micro. Elle hurlait. Oui, maman? Dis-je d'une voix calme, glaciale. Où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Ton père est à la banque, il dit que le compte est vide. Il dit que c'est une erreur informatique, mais le banquier dit que tu as tout viré. Dis-nous que c'est une erreur. Dis-le tout de suite. Il y avait de la panique dans sa voix, mais surtout de la colère. Pas une once d'inquiétude pour moi. Juste pour l'argent. Ce n'est pas une erreur, maman. J'ai déplacé mon argent. Théo un argent? C'est l'argent de la famille. Hurla mon père en arrière-plan. Il devait être à côté d'elle, ou alors ils étaient ensemble dans la voiture. Non, Guylain, dis-je en utilisant son prénom pour la première fois. C'est l'argent de mes gardes de nuit. C'est l'argent de mes vêtements troués. Et c'est l'argent de grand-mère. Un silence de mort tomba à l'autre bout du fil. J'avais touché un point sensible. Ils ne savaient pas que je savais pour l'héritage qu'ils avaient probablement convoité aussi. Tu nous as espionnés? Siffla ma mère. J'ai eu soif cette nuit, répondis-je simplement. J'ai entendu. Elle est trop bête. Vache à lait. Croisière. J'ai tout entendu. Espèce de petite ingrate. Explosa mon père. Après tout ce qu'on a fait pour toi. On t'a nourri, logé. C'est comme ça que tu nous remercies? En nous volant notre voyage? Votre voyage? Ripostai-je, sentant la colère monter. Vous vouliez payer une croisière de luxe avec mes économies pendant que je mangeais des pâtes? Vous m'avez traité d'idiote? Eh bien, l'idiote a été plus rapide que vous. Ramène cet argent tout de suite. Menaça Sidonie, dont j'entendais maintenant les pleurs hystériques derrière. Je veux mes vacances. Tu n'as pas le droit. Tu es méchante. Tu es jalouse. Jalouse. Le mot était si absurde que j'ai failli rire. Je ne ramènerai rien. J'ai pris un appartement. Je ne rentre pas. Je démissionne de mon poste de fille soumise. Débrouillez-vous avec vos dettes. Tu ne peux pas nous faire ça. Pleurnicha ma mère, changeant soudain de tactique, passant de la fureur à la victimisation. On a déjà versé des acomptes. On a emprunté pour payer les avances. Si tu ne paies pas, on est ruiné. Les huissiers vont venir. Ah, voilà la vérité. Ils avaient dépensé l'argent avant même de l'avoir. C'est votre problème, Odile. Pas le mien. Vous êtes des adultes. Assumez. Si tu ne reviens pas, hurla mon père, ne t'avise plus jamais de te considérer comme ma fille. Je te déshérite. Tu entends? Tu n'es plus rien pour nous. J'ai cessé d'être quelque chose pour vous le jour où vous avez décidé que mon compte en banque était plus important que mon bonheur, dis-je, la gorge serrée mais la voix ferme. Adieu. J'ai raccroché. Et j'ai bloqué le numéro. J'ai bloqué celui de ma mère. Celui de Sidonie. Celui du téléphone fixe. Le silence est retombé dans le taxi. Le chauffeur me regardait dans le rétroviseur avec des yeux ronds, choqué par la violence de la conversation. Tout va bien, mademoiselle? Oui, dis-je en caressant la tête de Pompon à travers la grille. Pour la première fois de ma vie, tout va vraiment bien. Je croyais que c'était fini.
Je croyais avoir gagné la guerre. Mais je sous-estimais la méchanceté des gens narcissiques lorsqu'ils sont acculés. Ils ne s'avouent jamais vaincus. Ils cherchent à détruire ce qui reste. Et ce qui me restait, c'était ma réputation. Le lendemain matin, alors que je pensais être en sécurité dans mon nouvel appartement, la vraie tempête a frappé. Ils n'allaient pas se contenter de m'appeler. Ils allaient venir me chercher. La première nuit dans mon studio Airbnb fut étrange. Le matelas était inconnu, les bruits de la rue différents. Pompon, perturbé, a passé la nuit caché sous le canapé. Mais c'était une nuit sans ronflement paternel, sans la peur constante d'être jugé. J'ai dormi d'un sommeil agité, hanté par les cris de mon père au téléphone. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une boule au ventre. J'avais pris un congé d'urgence, mais je devais passer à l'hôpital pour signer des papiers administratifs et récupérer quelques affaires personnelles dans mon casier. Je pensais que c'était sans danger. Après tout, ils ne savaient pas où j'habitais, ils devaient être occupés à gérer leur catastrophe financière. Grave erreur. Je suis arrivée à l'hôpital Jean-Minjos vers 10 heures. L'atmosphère était calme. J'ai salué mes collègues, essayant de cacher mes yeux gonflés derrière des lunettes de soleil. Ça va, Ombeline? On a reçu ton mail, s'inquiéta Julie, une aide-soignante. Rien de grave? À peine avais-je ouvert la bouche pour répondre qu'un brouhaha s'éleva du hall d'accueil principal, situé juste au bout du couloir du laboratoire. Des voix fortes. Des cris. Nous voulons voir notre fille. Elle travaille ici. C'est une voleuse. Mon sang s'est figé dans mes veines. Je connaissais ces voix. C'était le cauchemar qui prenait vie. J'ai couru vers le hall, suivi de Julie. La scène était grotesque. Mon père, rouge cramoisi, ma mère, échevelée et en larmes, des larmes de crocodile, et Sidonie, boudeuse, étaient en train de hurler sur la pauvre réceptionniste. Elle nous a volé toutes nos économies. Hurlait ma mère, jouant la comédie devant une salle d'attente remplie de patients et de visiteurs. Elle a laissé ses pauvres parents âgés sans un sou. Elle a abandonné sa famille pour partir avec un homme. C'est une honte. Les gens chuchotaient. Les regards se tournaient vers le couloir d'où j'arrivais. Je sentais le poids du jugement. Regarder cette fille ingrate, semblait dire leurs yeux. Voler ses parents, quelle horreur. Mon chef de service, le docteur Maury, est sorti de son bureau, l'air sévère. Monsieur, madame, calmez-vous. C'est un hôpital ici. On ne se calmera pas tant qu'on n'aura pas vu cette petite garce. Rugit mon père. Je suis sorti de l'ombre. Je ne pouvais pas me cacher. Si je me cachais, il gagnait. Il détruisait ma réputation professionnelle, la seule chose qu'il me restait. Je me suis avancée au milieu du hall. Mes jambes tremblaient, mais je tenais la tête haute. Je suis là, ai-je dit d'une voix qui portait étonnamment loin. Le silence se fit. Ma mère se jeta presque sur moi, les griffes sorties, mais un agent de sécurité s'interposa. « Ah! Te voilà !» cria-t-elle. « Rends-nous l'argent. Dis à tout le monde ce que tu as fait. Dis-leur que tu as vidé le compte de ton père. » J'ai regardé autour de moi. Mes collègues, mes patients, le docteur Maury, tous attendaient mon explication. C'était leur parole contre la mienne. La parole de parents éplorés contre celle d'une fille rebelle. « Tu veux que je dise la vérité ?» demandai-je calmement. « Vraiment ? La vérité c'est que tu es une voleuse. » Cracha Sidonie. J'ai sorti mon téléphone. « Hier soir, » dis-je en m'adressant à la foule, je suis descendu boire un verre d'eau. Et j'ai eu la présence d'esprit d'appuyer sur « Enregistrer » quand j'ai entendu ce que vous disiez. J'ai levé le téléphone. J'ai connecté le Bluetooth à la petite enceinte portable qui servait pour la musique d'ambiance à l'accueil, j'avais repéré qu'elle était en mode appairage, une chance inouïe, ou peut-être le destin. Ou plus simplement, j'ai mis le volume au maximum dans ce hall silencieux. La voix de ma mère, claire et nette, s'éleva, elle est trop bête. Prenons ces 68 000 € pour la croisière. Elle ne portera jamais plainte. C'est notre vache à lait. Puis celle de mon père, la petite idiote ne l'a jamais révoquée.
On prend tout. Elle pleurnichera un peu. L'effet fut dévastateur. Le visage de ma mère passa du rouge au blanc cireux. Mon père ouvrit la bouche comme un poisson hors de l'eau. Sidonie tenta de se cacher derrière son père. Dans le hall, les murmures changèrent de ton. L'indignation changea de camp. Quelle horreur, voler leur propre fille, et ils osent venir faire un scandale? Le docteur Maurice avança, le visage fermé. Il avait tout entendu. Monsieur, madame, dit-il d'une voix glaciale. Je crois que vous avez assez perturbé mon service. Je vous demande de partir immédiatement avant que j'appelle la police pour tentative d'extorsion et harcèlement. Mais, c'est un malentendu. Bafouilla mon père, essayant de retrouver une once de dignité. C'est hors contexte. Dehors. Tonna l'agent de sécurité en les poussant vers la sortie. Je les ai regardés reculer. Pour la première fois de ma vie, je les ai vus tels qu'ils étaient, petits, mesquins, pathétiques. Ils n'étaient pas des géants. Ils n'étaient que des parasites que j'avais nourris trop longtemps. Avant de franchir la porte tambour, ma mère s'est retournée, le visage tordu par la haine pure. Tu nous as tués, Ombeline. Tu nous as tués. Non, maman, ai-je répondu doucement, même si elle ne pouvait plus m'entendre. Je me suis juste sauvée. Ils ont disparu dans la rue. Le hall a applaudi. Julie m'a serré dans ses bras. J'ai pleuré, mais c'était des larmes de libération. L'humiliation publique qu'ils voulaient m'infliger s'était retournée contre eux comme un boomerang. Mais la chute de la maison Usher ne faisait que commencer. Sans mon argent, leur château de cartes allait s'effondrer bien plus vite qu'ils ne le pensaient. Après le scandale à l'hôpital, j'ai su que je ne pouvais plus rester à Besançon. Même si j'avais gagné l'opinion publique de mes collègues, la ville était trop petite. Je risquais de les croiser au supermarché, au coin de la rue. J'avais besoin d'un nouveau départ, radical. J'ai passé les jours suivants cloîtré dans mon Airbnb, ne sortant que le soir. J'ai mis mon plan Dijon à exécution. C'était à 1 heure de route, assez loin pour ne pas les voir, assez près pour ne pas être totalement déraciné de ma région. Avec mes 68 000 €, moins les frais de Airbnb, j'avais un apport solide pour acheter un petit appartement là-bas et payer mes frais de scolarité si je reprenais mes études. Pendant ce temps, les nouvelles de ma famille me parvenaient par bribes, via une tante éloignée, tante Martine, la seule qui avait toujours été gentille avec moi mais qui était la brebis galeuse de la famille parce qu'elle avait osé divorcer. Allô, Ombeline? C'est Martine. Sa voix était douce au téléphone. J'ai hésité, puis j'ai fait confiance. Bonjour tante Martine. Tu appelles pour me crier dessus aussi? Bien sûr que non, ma chérie. J'appelle pour te féliciter. J'en suis restée muette. Il était temps que quelqu'un remette ton père et ta mère à leur place, continua-t-elle. Tu sais ce qui se passe? C'est la débandade totale. Elle m'a raconté les détails savoureux de leur chute. Guylain, mon père, avait effectivement emprunté de l'argent à un taux exorbitant à une société de crédit à la consommation douteuse pour payer l'acompte de la croisière et les billets d'avion, persuadé qu'il rembourserait le lendemain avec mon argent. Quand le virement a échoué, il a essayé d'annuler. Mais les billets étaient non remboursables, non échangeables, il avait pris le tarif le moins cher pour maximiser le profit, ironiquement. Il a perdu 8 000 € d'acompte. La société de crédit réclamait maintenant le remboursement immédiat du prêt relais. Ils n'avaient pas l'argent. Ils sont en train de vendre la deuxième voiture, celle de ta mère, m'expliqua Martine. Et Guylain essaie de vendre sa collection de montres, mais il a découvert que la moitié sont des fausses qu'il s'est fait refourguer en pensant faire une affaire. Et Sidonie? Ah, la petite princesse. Elle avait posté des photos des billets sur Instagram avant même de les avoir. Dubaï, nous voilà, ou je ne sais quoi. Quand elle a dû avouer à ses copines que le voyage était annulé, elle est devenue la risée de son école. On dit qu'elle ne sort plus de sa chambre. J'écoutais tout cela avec un mélange de satisfaction et de tristesse. C'était ma famille. Voir leur vie s'effondrer aurait dû me faire mal. Mais je me rappelais leur rire dans la cuisine. Vache à lait. Et la pitié s'évaporait. Fais attention, Ombeline, m'avertit Martine.
Ils sont désespérés. Ton père raconte à qui veut l'entendre que tu es drogué, que tu es sous l'emprise d'une secte. Il essaie de sauver la face. Qu'il raconte ce qu'il veut, dis-je. Je ne suis plus là pour entendre. J'ai raccroché avec le sentiment qu'un chapitre se fermait. J'ai finalisé ma démission à l'hôpital. Le docteur Maury a été compréhensif. Il m'a fait une lettre de recommandation élogieuse pour n'importe quel employeur à Dijon. Ombeline est une technicienne d'une rigueur et d'une intégrité exceptionnelle. J'ai encadré cette lettre. Elle valait plus que tous les compliments que mes parents ne m'avaient jamais faits. J'ai chargé mes valises et pompons dans une voiture de location. J'ai pris la route à 36 direction Dijon. En voyant le panneau « Besançon » barré de rouge dans mon rétroviseur, j'ai senti mes poumons se remplir d'air pour la première fois depuis des années. Je ne fuyais pas. J'avançais. Mais le destin avait une dernière épreuve pour moi. Une dernière tentative de leur part pour me briser. Juste avant de changer de numéro de téléphone définitivement, j'ai reçu un message vocal. Pas de mon père, ni de ma mère. De Sidonie. J'ai appuyé sur lecture, m'attendant à des insultes. Mais c'était des pleurs. Ombeline, s'il te plaît. Papa est devenu fou. Il casse tout dans la maison. Maman ne fait que boire. J'ai peur. Reviens. On te remboursera, promis. Aide-nous juste à payer les huissiers. Je t'en supplie, tu es ma grande sœur. Ma main a tremblé. L'appel au secours. La corde sensible. Tu es ma grande sœur. Elle savait exactement où appuyer. Pendant une seule seconde, j'ai failli faire demi-tour. J'ai failli retomber dans le piège du sauveur. Puis je me suis souvenu de sa voix l'autre nuit, adieu la pauvreté. Elle riait. Elle ne pleurait pas pour moi, elle pleurait pour son confort perdu. Si je revenais, je ne serais pas leur sauveuse, je serais à nouveau leur victime. Si je donnais un centime, ils prendraient le bras entier. J'ai effacé le message. J'ai retiré la carte SIM de mon téléphone et je l'ai jetée par la fenêtre de la voiture, sur l'autoroute. Le petit bout de plastique a disparu sur le bitume à 130 km/h. C'était fini. Pour de bon. Les mois qui ont suivi mon départ ont été une période de reconstruction intense. À Dijon, personne ne me connaissait comme la fille d'eux. J'étais juste Ombeline. J'ai trouvé un petit appartement sous les toits, avec des poutres apparentes, qui sentaient la cire et la lavande. Pompon adorait s'y prélasser au soleil. J'ai utilisé une partie de mes économies pour m'inscrire à l'université. Pas en BTS cette fois. En faculté de sciences, pour préparer le concours d'entrée en école vétérinaire par la voie parallèle. C'était dur, j'étais plus âgé que les autres étudiants, mais j'avais une motivation en acier trempé. Pendant ce temps, à Besançon, la maison Usher continuait de s'effondrer. Tante Martine, devenue ma confidente, me tenait informée lors de nos déjeuners mensuels, elle venait me voir à Dijon, je refusais de retourner là-bas. Les nouvelles étaient sombres, mais elles avaient le goût de la justice inéluctable. Mes parents n'avaient pas réussi à rembourser le prêt relais à temps. Les intérêts de retard s'étaient accumulés. Ils avaient dû vendre la maison familiale, cette maison que j'avais passé tant d'heures à nettoyer pour payer leurs dettes. Ils avaient déménagé dans un petit HLM en banlieue. Pour ma mère, Odile, qui avait toujours méprisé les gens des cités, c'était l'humiliation suprême. Elle, la bourgeoise autoproclamée, devait maintenant prendre le bus. Et le pire, me raconta Martine en buvant son thé, c'est qu'ils se déchirent entre eux. Ton père reproche à ta mère ses goûts de luxe. Ta mère reproche à ton père son incompétence à te gérer. Ils n'ont plus d'ennemis communs, toi, sur qui passer leurs nerfs, alors ils se dévorent l'un l'autre. Quant à Sidonie, la réalité l'avait frappée de plein fouet. Sans l'argent de papa-maman, elle avait dû arrêter son école d'art privé. Elle travaillait maintenant comme serveuse dans un fast-food. Je l'ai vue l'autre jour, dit Martine. Elle avait l'air fatiguée. Elle servait des frites. Elle m'a demandé de tes nouvelles. Et qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu étais heureuse. Elle a eu les larmes aux yeux. Je crois qu'elle commence à comprendre ce que tu as vécu pendant toutes ces années. Bienvenue dans le monde réel,
Sidonie. Je n'ai ressenti aucune joie sadique à cette nouvelle. Juste une indifférence polie. Le karma avait fait son œuvre. Il vivait maintenant la vie de restriction qu'il m'avait imposée, tandis que je vivais enfin l'abondance émotionnelle qu'il s'était réservée. Un jour, j'ai croisé un ancien voisin de Besançon dans les rues de Dijon. Il m'a reconnu et m'a arrêté. Ombeline. C'est incroyable. Vous avez l'air rayonnante. Il semblait sincèrement surpris. Dans ses souvenirs, j'étais l'ombre grise qui sortait les poubelles. Aujourd'hui, je portais une robe colorée, j'étais maquillée, et je souriais. Je le suis, monsieur. Je le suis. Vos parents, ils racontent des choses terribles sur vous, vous savez? Ils disent que vous les avez escroqués. Mais personne ne les croit plus. On a vu comment ils vivent. On a compris qui était le vrai problème. Cette validation extérieure m'a fait du bien. La vérité finit toujours par se savoir. Le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps, mais elle arrive toujours. J'ai aussi rencontré quelqu'un. Il s'appelle Thomas. Il est vétérinaire, justement. Je l'ai rencontré lors d'un stage. Il a vu mes cicatrices, mes insécurités, ma peur panique de dépenser de l'argent pour moi-même. Il a été patient. Quand je lui ai raconté mon histoire, il n'a pas dit que j'étais ingrate. Il a pris mes mains, les a embrassées et a dit, « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Il ne te méritait pas. Pour la première fois, j'ai entendu ces mots sans douter. Il ne te méritait pas. Ce n'était pas moi qui étais inadéquate. C'était eux qui étaient toxiques. J'ai regardé mon compte en banque ce soir-là. Il avait baissé, bien sûr, à cause des frais de scolarité et de l'achat de l'appartement. Mais chaque euro dépensé l'avait été pour un mois d'avenir, pour un mois de bonheur. C'était un argent propre. Un argent libre. 6 mois ont passé depuis la nuit fatidique. Je suis assise sur le balcon de mon appartement à Dijon. C'est l'automne, les vignes de Bourgogne sont dorées au loin. Pompon dort sur mes genoux, ronronnant comme un moteur diesel. Thomas est dans la cuisine, en train de préparer le dîner. L'odeur n'est pas celle du bacon de la trahison, mais celle d'un bœuf bourguignon fait avec amour. J'ai 24 ans aujourd'hui. C'est mon anniversaire. L'année dernière, pour mes 23 ans, mes parents avaient oublié. Sidonie avait mangé mon gâteau avant que je rentre du travail. Aujourd'hui, j'ai reçu des fleurs de Thomas, une carte de tante Martine, et des messages de mes nouveaux amis de l'université. Je repense à cette nuit où j'ai entendu ma condamnation à mort financière. Paradoxalement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Sans cette conversation, je serais peut-être encore là-bas, à signer des chèques pour eux, à attendre une miette d'affection qui ne viendrait jamais. La douleur a été le catalyseur de ma liberté. L'humiliation a été le carburant de mon évasion. J'ai pris une décision symbolique pour clore ce chapitre. J'ai sorti une vieille photo de famille, la seule que j'avais emportée par erreur. On y voyait mes parents souriant avec Sidonie au premier plan, et moi, flou, en arrière-plan. J'ai pris un briquet. J'ai regardé la flamme lécher le papier glacé. J'ai regardé leurs visages se tordre et noircir, puis tomber en cendres dans le cendrier. Adieu, ai-je murmuré. Je ne vous souhaite pas de mal. Je vous souhaite juste de rester loin de moi. Thomas est sorti avec 2 verres de vin. À quoi penses-tu? A-t-il demandé en voyant les cendres. Je pense que je suis enfin rentré à la maison, ai-je répondu en le regardant. Pas une maison de briques, mais une maison intérieure. Je suis chez moi en moi-même. Il a souri et m'a tendu le verre. À ta liberté, Ombeline. À ma liberté. J'ai bu une gorgée. Le vin était bon. Et pour la première fois, je n'ai pas culpabilisé de boire quelque chose de bon. Je le méritais. Voilà mon histoire. Elle est douloureuse, mais elle finit bien parce que j'ai choisi de me sauver. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent des situations similaires. On nous apprend que la famille est sacrée, qu'on doit tout supporter. C'est faux. Le respect est sacré. L'amour est sacré. Si votre famille vous détruit, vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de couper les ponts.
Si cette histoire vous a touché, ou si elle vous a donné le courage de dire non, s'il vous plaît, mettez un j'aime sur cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de survivants. Et surtout, partagez votre propre expérience dans les commentaires. Je les lirai tous. Vous n'êtes pas seul. Merci de m'avoir écouté.